Et merci beaucoup de votre invitation sur un sujet qui peut être très compliqué, qui peut être aussi très délicat. Donc nous aurons à cœur de garder une discussion saine et tranquille, de ne pas nous agiter inconsidérément, parce que c'est vrai que ça peut être des sujets sur lesquels on commence à s'envoyer quelques noms d'oiseaux éventuels, comme ça peut arriver dans les milieux politiques. Mais ici, nous éviterons ce genre d'exercice. Donc, démocratie, ennemi de la démocratie, j'ai pris ce titre qui est un peu paradoxal, mais qui est intéressant par rapport aux évolutions actuelles de la démocratie. On voit des démocraties qui deviennent effectivement des ennemis de la démocratie parce qu'ils s'attaquent au principe même de la démocratie. Et c'est ça que je voudrais essayer d'expliquer. Je parlerai souvent de Donald Trump parce que j'étais il y a 4 ans aux États-Unis où j'ai passé une année entière aux États-Unis pendant la campagne de Donald Trump. J'ai été dans ma communauté, nous suivions de temps en temps les débats qu'il y avait entre les candidats et j'étais le seul à rester jusqu'au bout. Parce que tous les autres s'en allaient, étaient épuisés par ce genre de discussion. Mais moi, ça m'intéressait de regarder un peu les phénomènes qui sont là en train de débattre et de voir la manière dont, justement, Trump a éliminé tous ses adversaires, alors qu'au début de la campagne, on disait qu'il ne fera pas, qu'il ne tiendrait pas 2 mois. Il est allé jusqu'au bout et il a gagné. Donc il y a dans ce personnage, justement, à la fois une garantie de la démocratie et un vrai danger. Donc c'est pour ça que je ferai de temps en temps référence à lui. Je n'ai rien contre lui en particulier, mais c'est vraiment la manière dont il agit qui pose problème dans le système démocratique. Donc c'est pour ça qu'il faudra y revenir de temps en temps. Je parlerai aussi pas mal du populisme. J'essaierai de définir ce que c'est, parce que c'est une sorte de dégradation de la démocratie qui devient justement un des ennemis de la démocratie, grâce souvent à Internet, qui est un instrument formidable et en même temps extrêmement dangereux par toutes les manipulations qu'il peut y avoir derrière Internet. Donc il ne faut pas avoir peur et être complotiste et dire que tout est dangereux, mais il ne faut pas non plus être naïf. Il faut vraiment regarder les choses autant qu'on peut avec clarté pour essayer de juger ce qui doit être défendu et juger ce qui doit être condamné. C'est-à-dire avoir un peu une notion de ce qui est positif et négatif dans l'exercice de la démocratie. Alors pour aborder tout ça, je voudrais commencer, je crois que c'est nécessaire, par des fondements qui sont absolument indispensables. C'est revenir aux fondements de la démocratie, sans faire toute l'histoire évidemment, mais un fondement très simple qui a été expliqué très bien par Tocqueville il y a déjà pas mal de temps. La démocratie, elle est faite de 2 choses, des institutions et un esprit. Des institutions et un esprit. Donc des institutions, nous les connaissons puisque nous avons en France les institutions démocratiques avec tous les grands corps de l'État, les assemblées qui sont élues, les conseils constitutionnels, conseils d'État, enfin, tout ce qui est nécessaire à un bon fonctionnement du respect de la loi, parce que c'est ça qui est fondamental dans la démocratie, c'est le respect de la loi, avec toujours la séparation des pouvoirs essentielle entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est un des problèmes, par exemple, qu'il y a aux États-Unis, c'est que le judiciaire prend beaucoup de place, est-ce qu'il faut aller plus loin, etc. Donc, l'équilibre de ces institutions est tout à fait capital. Et dans ces institutions, une des institutions, ce sont les élections auxquelles nous sommes convoqués régulièrement. Ça, c'est tout un ensemble que l'on connaît bien et qui est parfaitement décrit dans tous les manuels. Bon, des institutions. Mais la démocratie, ce ne sont pas que les institutions. Ce ne sont pas, par exemple, que les élections. Souvent, nous, on la met comme ça. C'est l'exercice fondamental de la démocratie, ce sont les élections. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça comme institution. Et les institutions ne sont pas suffisantes pour faire une démocratie. Il faut un esprit démocratique. Un esprit démocratique qui soit partagé par tous et protégé par tous. Les deux. Partagé par tous, que chacun soit bien conscient de l'enjeu qu'il y a dans
l'exercice de la démocratie et que chacun soit prêt à la défendre, protégé par tous. Donc, partagé par tous et protégé par tous. Cet esprit, c'est au fond le désir de vivre ensemble, tous ensemble, qui que j'en sois, dans une nation, de vivre ensemble dans le respect de la loi, c'est ça la base essentielle, dans le respect de la loi qui a été votée par la majorité et aussi dans le respect des minorités. Une démocratie, c'est le respect de la majorité qui fait la loi, mais c'est aussi le respect de la minorité qui n'a pas fait la loi. La minorité, elle est aussi citoyenne que la majorité. C'est un des problèmes de Trump, c'est qu'il dit que la minorité, ils ne sont pas américains, ce sont des ennemis de l'Amérique. Non, ils sont dans la minorité, ils pensent différemment, mais ce ne sont pas des ennemis de l'Amérique. Donc il faut bien se dire que la minorité doit être respectée. Ça, c'était un des critères importants de la démocratie pour quelqu'un comme Tocqueville. Alors la démocratie, c'est évidemment l'expression, plus particulièrement l'expression par l'élection, par un vote, disons qui va élire des chambres, par de temps en temps un vote direct par référendum. Donc on voit déjà qu'il y a plusieurs modes d'expression des citoyens. Bon, on se méfie de plus en plus des référendums parce qu'on sait que ça peut être facilement l'objet de manipulation, surtout avec Internet maintenant. Donc on voit bien que le gouvernement va plutôt prendre des distances par rapport au référendum et se méfie de la démocratie directe. Vous allez voir qu'on va toucher des sujets qui sont très proches des revendications des Gilets jaunes, c'est-à-dire on veut la démocratie directe, on ne croit pas à la représentation, donc à l'élection de représentants. Donc ça, c'est un des problèmes de la démocratie moderne, c'est qu'on ne croit plus à cette représentation. Alors pourquoi cette démocratie est si importante? C'est que c'est la seule forme de gestion du pouvoir qui respecte la liberté et la responsabilité de chaque individu. Pas seulement la liberté, mais qui respecte la liberté et la responsabilité de chaque individu. Et quand on est libre dans un pays, on est aussi responsable. Quand on vit ensemble, on est responsable de ceux qui doivent vivre ensemble. Enfin, de ceux qui forment l'ensemble de cette vie commune. Donc, la démocratie, c'est en ce sens un modèle universel. Je ne veux pas ici faire une espèce d'occidentalisation rapide de toutes les formes politiques existantes. Certains en Asie nous racontent que « Ah mais non, la démocratie, ça c'est typique de l'Occident ». Non, la démocratie c'est un modèle universel parce que ça s'est centré sur la liberté de l'individu et la responsabilité de l'individu. Alors cela dit, il peut y avoir des formes différentes de démocratie, avec des formes peut-être plus ou moins communautaires, plus ou moins individualistes, plus ou moins libérales. Alors, il y a des tas de formes de démocratie différentes, mais le principe, c'est quand même celui-là, il est fondé sur le respect de l'individu, de sa liberté, de sa responsabilité. Alors c'est vrai qu'en Corée du Sud, par exemple, on a un sentiment très fort et de la famille et du corps social, voire du corps d'une entreprise, et que individuellement on a toujours peur de sortir du lot parce que ça se fait pas, Donc là on dira que l'exercice de la démocratie est, disons, il est teinté d'un sens communautaire beaucoup plus fort que notre sens libéral et individualiste. Voilà. Mais ce sont des affaires, j'allais dire, de teinture et éventuellement d'insistance sur un aspect du vivre ensemble un système fondamentalement différent. La Corée du Sud a un système démocratique. Ce n'est pas le même que le nôtre, mais c'est un système démocratique tout à fait réel. Donc c'est un modèle universel qui doit rester souple. On ne peut pas le figer. Et c'est pour ça que, au point de vue des institutions, vous avez souvent des institutions très différentes. Vous avez des pays où il y aura une seule chambre, alors que nous on en a deux, aux États-Unis aussi. Vous avez des pays où on a une élection présidentielle à 2 tours. Dans d'autres pays, c'est une élection présidentielle à 1 tour. Enfin, il y a des tas de combinaisons possibles de l'organisation de cette démocratie. Mais c'est toujours une démocratie
même s'il y a des formes différentes de l'expression de l'élection et de ces institutions. Et ça doit rester très souple pour qu'il y ait cette diversité de formes de démocratie, plus ou moins centralisée, plus ou moins proche de la population, etc. En France, par exemple, on a quand même un système, une démocratie très centralisée. On aime beaucoup ça depuis Louis XIV, alors qu'en Allemagne, c'est un système fédéral où on aura des régions, et les régions auraient beaucoup plus de pouvoir que peuvent en avoir les nôtres. Non, mais tout ça, ce sont des formes de démocratique qui répondent à un esprit particulier. Nous, on a l'esprit français. Voilà. Les Allemands, ils ont leur mode de gouvernement qui correspond davantage à leur désir de décentralisation. Aussi, dans l'esprit, ce qui est évidemment capital, c'est le rôle de la presse, pour maintenir une rigueur de l'analyse des situations, une capacité d'avoir suffisamment d'indépendance pour dire ce qui doit être dit, et ce qui doit être dit à tout le monde, y compris au pouvoir. Le rôle de la société civile est évidemment capital. Vous savez, dans des pays où il n'y a pas eu de société civile pendant très longtemps, comme par exemple en Tunisie ou en Algérie, on ne passe pas d'un seul coup, en quelques années, d'un système très dictatorial à un système démocratique. Il n'y a pas eu de société civile dans ces pays-là. Et ça ne renaît pas comme ça facilement. Or, il n'y a pas de démocratie si vous n'avez pas une société civile vivante à la base, qui aura des idées, qui interpellera les maires, et les maires vont interpeller le pouvoir central, etc. C'est-à-dire qu'une dynamique de la démocratie, une vie de la démocratie qui passe par la société civile. Et on comprend que des pays, par exemple, comme Haïti ou comme le Nicaragua, qui ont eu pendant 40 ans des dictateurs terribles, n'arrivent pas à faire fonctionner une démocratie parce qu'ils n'en ont pas du tout l'habitude. Les vieux réflexes reviennent en permanence, la population ne sait pas comment se situer, etc. Donc vous voyez, l'esprit, il doit être partagé par tout le monde. Et s'il n'y a pas de société civile ou de citoyens qui soient vraiment animés par cet esprit, eh bien, quand on arrive à la démocratie, ben on ne sait pas en profiter. On ne sait pas. Donc c'est une construction toujours fragile. Il faut bien nous dire ça. La construction démocratique est une construction fragile. Pourriez-vous dire que c'est très solide dans l'Europe, elle est très solide partout? Oui, mais vous voyez en Hongrie, vous voyez en Pologne, vous voyez des dérives ici ou là, vous voyez comment l'Italie a été tentée avec M. Salvini par des opérations populistes quand même très dangereuses. L'Italie, quand même, c'est tout proche. Et nous, après tout, on peut aussi être tenté de faire des aventures populistes. Bon, alors, c'est fragile. C'est pour ça que tous les citoyens sont appelés à protéger cette démocratie, parce que c'est fragile. Et ça ne se protège pas tout seul. Ça ne continue pas tout seul. Ça doit être toujours entretenu. Parce qu'aussi, les enjeux de pouvoir dans les élections, par exemple, sont des enjeux énormes. Pourquoi vous avez tant de gens qui se battent pour être ainsi maire, président, etc. Parce qu'il y a des enjeux de pouvoir derrière qui sont énormes. La démocratie, c'est pas une collection de bisounours où tout le monde est gentil. Non, non, c'est à couteau tiré. C'est pour ça qu'il faut des lois qui soient bien précises et que ces lois doivent être respectées. Parce que l'exercice de la démocratie, c'est l'exercice du pouvoir dans des très grandes collectivités. Et donc ça donne à ceux qui le détiennent des capacités absolument considérables. Et donc des tentations. Donc il faut là des garde-fous pour ne pas que ceux qui détiennent le pouvoir puissent céder à la tentation. En fait, la démocratie, elle ne peut durer que s'il y a de la confiance entre les citoyens. De la confiance entre les citoyens. Si le citoyen d'un côté est un ennemi, ou chez le citoyen du parti d'en face est un ennemi, je pense qu'on est mal parti. On est mal parti. On va avoir du mal à garder une démocratie forte. Et c'est pour ça que moi je suis un peu inquiet pour les États-Unis, avec le ton avec lequel se fait par exemple le jugement aujourd'hui au Sénat de Donald Trump. C'est un ton qui n'est pas un ton de respect entre concitoyens. Ce sont des ennemis.
Les démocrates sont les ennemis des républicains et vice-versa. Et là, on a un vrai problème. Au lieu d'avoir simplement des partis qui ont des idées différentes et qui luttent pour leurs idées, on a deux ennemis qui veulent gagner une guerre. Et ça, c'est pour l'ensemble de la démocratie, ça n'est pas très bon. Donc, les fondements de la démocratie, les institutions et l'esprit. Bon, j'ai un peu insisté sur l'esprit parce que je pense que c'est tout à fait capital et que c'est souvent ça qui est trop oublié. On pense que simplement parce qu'on a des élections qui marchent bien et où on n'a pas trop de tripotage dans les urnes, notre démocratie est sauve. Ben non, c'est pas du tout suffisant. C'est pas du tout suffisant. Le respect du fonctionnement des élections n'est pas suffisant pour avoir une démocratie. Donc voilà ce premier point sur les fondements de la démocratie. Deuxième point, je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de transformations majeures récentes qui peuvent poser des problèmes et des difficultés ou des tensions nouvelles sur les démocraties. Alors il y a plusieurs types de transformations. Transformations sociologiques, des transformations techniques, des transformations du discours politique. Donc je vais les prendre les unes derrière les autres, mais c'est important de les garder en tête pour voir ce qui a changé et ce qui justement pose maintenant problème, qui apparemment ne posait moins de problèmes il y a 40 ou 50 ans. D'abord, la mondialisation dans laquelle tous les pays sont entraînés, qu'ils le veuillent ou non. La mondialisation a changé les structures de nos sociétés, dans le sens que vous avez de plus en plus des élites qui ont un pouvoir considérable, qui sont d'ailleurs reliées entre elles dans tous les pays, des élites intégrées, qui sont très mobiles, qui circulent partout. Et puis vous avez une population marginalisée et surtout sédentarisée, qui elle bouge beaucoup moins et qui se sent très très loin de ces élites. C'était une des thématiques répétées par les Gilets jaunes et je pense que ça correspondait bien à une réalité. On sent une espèce de hiatus tellement considérable entre ces deux ensembles qu'il ne peut pas y avoir vraiment de vie partagée. De démocratie peut-être. Voilà. Donc il y a la naissance d'une frustration par l'idée qu'il y a des intégrés qui organisent un peu le système et puis des gens qui sont relativement passifs et immobiles plus à la base. Donc là, des inégalités croissantes dues à la mondialisation, ça, toutes les statistiques le montrent dans chacun des pays, un déclassement des classes moyennes, c'est-à-dire des classes moyennes qui, il y a 30 ou 40 ans, ou dans les années 60, 70, pouvaient espérer monter un peu dans l'échelle sociale et avoir une chance de prendre, comme il dit, l'ascenseur social. Aujourd'hui, l'ensemble des classes moyennes ont l'impression d'être, pas dégradées, mais d'être en difficulté, et donc de ne plus avoir les chances qu'elles avaient il y a un certain nombre d'années. Et puis, autre phénomène sociologique très important, c'est la disparition ou l'effacement, au moins ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire tout ce qui concerne les syndicats, les églises, tout cet ensemble d'institutions qui ne sont ni la société civile du ras de terre, ni l'ensemble des grandes institutions nationales, mais qui sont des institutions qui font vivre beaucoup le monde. Cet effacement a provoqué une espèce de manque de mobilisation. Les syndicats l'ont beaucoup dit, ils ont beaucoup perdu du terrain en 30 ou 40 ans. Les églises ont perdu beaucoup de terrain, je vais dire, d'influence en 30 ou 40 ans. Tout ça fait que les gens se trouvent, d'une certaine manière, seuls face à une espèce d'énorme appareil d'État mené par une élite auquel ils n'ont pas accès. Et donc, les corps intermédiaires qui étaient entre les deux ne fonctionnent plus comme ils avaient fonctionné avant. Il y en a encore, ils existent encore, mais ils n'avaient pas ce rôle important qu'ils pouvaient avoir auparavant. Un autre phénomène qui est nouveau, parce qu'il est peut-être pas nouveau, mais en tout cas il est plus connu maintenant, c'est la corruption des élites. La corruption des élites, c'est un fait qui, j'allais dire peut-être grâce à la presse et au côté fouineur d'un certain nombre de journalistes, fait qu'il... Alors on n'aime pas ça parce qu'il
quelquefois chercher dans les poubelles, mais n'empêche qu'ils sortent des dossiers qui devaient sortir. Hein, l'affaire Cahuzac, enfin toutes ces affaires-là, il fallait que ça sorte, c'est inacceptable. Je disais tout à l'heure, on avait une visite des personnes de l'église à Rome, on était 300 représentants d'hommes politiques à Rome, on s'était retrouvés dans une salle du conclave, et le premier rang de la salle du conclave était occupé par M. Gaudin et une dizaine de ses adjoints. Bon, mais la moitié d'entre eux avaient des mises en examen qui leur pendaient aux fesses, hein, donc c'est quand même embêtant. Mais c'est le cas, c'est la réalité. Et il y en a qui sont condamnés par la justice. Donc, cette corruption, maintenant, elle est connue. Elle n'échappe plus, heureusement, à la justice. Enfin, pour la majorité des cas. Hein, mais c'est quand même... il faut tirer son chapeau à la justice en France, parce qu'elle fonctionne quand même assez sérieusement. Hein. En tout cas, par rapport à d'autres pays, elle fonctionne bien. Il y a d'autres pays où les juges s'achètent facilement. En France, c'est quand même difficile. Ça veut dire qu'il y a une rigueur de la justice qui est une garantie par rapport à la corruption des élites, même si encore là-dessus, beaucoup à faire. Autre phénomène sociologique, la croissance de la réaction individualiste dans la vie nationale. Chacun regarde ce qu'il gagne, ce qu'il pourrait gagner, et ne s'interroge pas pour savoir si, ensemble, on pourrait gagner quelque chose. Donc cette espèce de réaction individualiste opposée au bien commun, alors que c'est quand même le bien commun qui devrait animer une démocratie pour que justement il y ait ce désir de vivre ensemble. Mais la réaction, c'est une augmentation par rapport à ce que c'était il y a 30 ou 40 ans, certainement de réaction individualiste. Alors quelques transformations techniques maintenant qui jouent aussi dans ces domaines, dans la démocratie. Par exemple, la généralisation des médias en une cinquantaine d'années. La moyenne des Français passe 4 heures par jour devant la télé. Bon, alors, après, est-ce qu'il reste quelques espaces de temps pour pouvoir penser? C'est pas sûr, mais c'est la question. Et puis, si on prend les médias au premier degré, on sait bien qu'il y en a qui sont vraiment sérieux, qu'il y en a qui sont beaucoup moins sérieux, et qui font des campagnes, etc. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on regarde comme médias. Mais manifestement, on est dans une société médiatique, une société très émotive. Le titre de la Provence de ce matin, c'était du genre pas de panique par rapport à l'épidémie qui est en train de se passer en Chine. Enfin, tout le monde commence déjà à paniquer. Bon, il ne faut quand même pas s'affoler, mais il y a un côté bulle médiatique qui ne fait que grandir quand il y a un événement. Et ça, c'est très émotionnel. Et alors, on est pris par l'émotion. Et ça, c'est très dangereux. Parce que ça veut dire que la raison ne fonctionne plus. Et si la raison ne fonctionne plus, c'est la démocratie qui ne fonctionne plus. Parce que la démocratie ne va pas fonctionner sur l'émotion. Donc, généralisation des médias, et puis la pratique des réseaux sociaux, bon, qui a de grands avantages, c'est trop clair, mais qui a aussi d'énormes inconvénients. Parce que j'y reviendrai, mais les fausses nouvelles qui circulent, les manipulations par réseau internet interposé, c'est évidemment très très dangereux. Et on l'a vu dans l'élection de Trump, on l'a vu même dans l'élection de Macron, on l'a vu dans les élections européennes. Il y a des officines russes que l'on connaît parfaitement qui ont essayé de traficoter ça pour aller dans leur sens. Et c'est très très difficile à vérifier et à contrôler. Alors, voilà. Ça veut dire qu'il faut une prudence, il ne faut pas condamner les réseaux sociaux, mais il faut une prudence absolument très, très forte. Et puis, dernière transformation, c'est ce que j'appellerais la transformation du discours politique. Bon, le passé n'a jamais été parfait, mais enfin, le présent par rapport au passé est une tendance et une tentation de plus en plus grande à raconter des histoires avec les fameuses fake news, disons les fausses nouvelles qui envahissent le discours politique. C'est quand même un vrai problème, à tel point qu'on ne sait plus très bien où est la vérité. Qu'est-ce qui est vrai finalement? Alors si vous allez chercher sur Internet, c'est le pire des endroits où vous trouvez la vérité. Vous ne trouverez pas la vérité. Et même peut-être la télévision encore. Bon,
les journaux, il faut savoir quel journal, etc. Donc c'est très difficile en fait de savoir où on est. Et imaginez l'électeur, un bon électeur, mais qui n'a pas fait beaucoup d'études et qui regarde simplement la télé et Internet, mais comment est-ce qu'il peut juger? Il n'a pas beaucoup d'instruments de jugement un peu objectifs, sauf s'il a des références qu'il connaît. Mais l'argument « je l'ai vu sur Internet », alors ça c'est triple zéro. C'est triple zéro. Mais il faut pouvoir le dire. Parce qu'il y a des gens qui vous affirment « mais non, je t'assure, je l'ai vu sur Internet, donc c'est vrai ». Ben non, c'est pas vrai. Et on disait autrefois aussi, la télévision c'est comme parole d'évangile. Ben non, quand même pas. Mais c'est vrai, bon, dans beaucoup de discussions, mais je l'ai entendu à la télévision, hein, comme si c'était un argument. Mais ça n'est pas un argument. Donc c'est là qu'il faut remettre les choses, les pendules à l'heure. La télévision et les réseaux sociaux, c'est très bien, mais ça a une tendance à transformer le discours politique, et certains usent ça très bien. Bon, Donald Trump, on le sait, le fait tout le temps. Mais aussi, en France, on pourrait trouver des exemples. J'en ai en tête, mais bon, je vous les laisse les trouver. Ça, on pourra en discuter éventuellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui font ça sciemment, des mensonges sciemment, parce qu'ils essayent par là de manipuler l'inconscient de l'électeur. Et donc en manipulant l'inconscient, il va avoir son vote, c'est ça qu'il veut. Il ne veut pas le bien, l'électeur comme tel, ce genre de type. Mais il manipule pour avoir le vote. Hein, donc là, il y a une course au vote qui est vraiment problématique. La difficulté, c'est que à ce moment-là, ce n'est pas la loi qu'on défend, ce n'est pas le droit qu'on défend, ce sont des clans qu'on défend. Des partis politiques peuvent se transformer en de véritables clans. Ça, ce n'est plus une discussion politique, c'est une discussion de groupe entre eux, comme ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Bon, alors, j'insiste sur ces transformations parce que ça a changé l'esprit démocratique. Ça touche l'esprit démocratique. Et c'est cela qu'il faut avoir en tête quand on discute, ou si on discute tout à l'heure, c'est que tout cela change l'esprit démocratique et éventuellement le menace. Est-ce qu'on est maintenant capable d'avoir un esprit démocratique qui réponde aux exigences justement de ce bien commun et d'être capable de partager ensemble une loi que l'on a fabriquée, qu'on a discutée ensemble. Voilà. Alors, troisième partie que je voudrais aborder, ce que j'appelle la naissance des populismes. Derrière ce mot de populisme, il y a en fait des réalités très très différentes. Le mot populiste n'est pas forcément un mot négatif. Ça devient négatif quand, évidemment, le parti populiste en question commence à prôner des solutions simplistes, des manières de faire contre les institutions, etc. Donc là, on a un vrai problème de populisme. Mais le populisme, après tout, ça peut être simplement la défense du peuple. Bon. Le problème est de savoir qu'est-ce que l'on met quand on dit « je défends le peuple ». Qu'est-ce que Donald Trump met derrière ça? Qu'est-ce que le mouvement 5 étoiles en Italie ou le mouvement Salvini en Italie met derrière ça? Qu'est-ce que les partisans de Viktor Orban en Hongrie mettent derrière cette notion de peuple? Qu'est-ce que les Gilets jaunes mettaient derrière la notion de peuple? Oui, c'est forcément très, très différent. Alors, il y a des choses communes, il y a des choses communes à l'ensemble de ces tendances, qui sont, par exemple, le refus des élites, ça c'est très clair, refus des élites, parce qu'ils constatent la distance, le refus des médias, parce que tous pourris, ou ils sont contre nous, ils sont contre le peuple, voilà. S'ils défendent la loi, c'est qu'ils risquent d'être contre le peuple. Voilà. Et puis le refus des inégalités. Donc on a toute une série de choses qui se retrouvent dans cette défense du populisme. Le populisme fait référence à ceux qui sont exclus du pouvoir. C'est le peuple contre les élites. Bon, tout ça c'est très schématique. Mais dans le populisme, c'est très schématique. C'est souvent très schématique. Et les idées simples sont celles qui passent le mieux. Donc on fait simple. Et donc on va dire ainsi que c'est le peuple contre les élites.
C'est le peuple tenu à l'écart du pouvoir, et c'est le peuple qui voudrait reprendre le pouvoir. Comme on a dit, par exemple, les Gilets jaunes à certains moments, il faut changer le système. Bon, c'est très bien de changer le système, mais on ne change pas le système comme ça. Mais on voit bien la visée qu'il y a derrière. C'est renverser cette espèce de mécanisme par lequel le peuple ne peut pas s'exprimer, parce qu'il est très loin des élites, et il est dans un système très inégal. Alors, quand vous avez des personnes en France qui parlent du peuple, voilà, c'est sûr que quand Mélenchon parle du peuple, il ne parle pas du même peuple que Marine Le Pen, ni que les Gilets jaunes. Mais tous parlent du peuple. Alors c'est quoi le peuple? Ben, c'est en fait ce qu'on veut, pour celui qui en parle. Et chacun, d'une certaine manière, chacun de ces leaders a sa propre vision du peuple. C'est sûr que, et en plus, cette vision du peuple a pu changer. Par exemple, à gauche, il y avait pendant longtemps un peuple qui était dans la révolution marxiste et dont on attendait des changements pour l'avenir. Bon, ben ça n'est plus possible. Donc on a plutôt un peuple qui est lié à la classe ouvrière, aux précarisés, aux minorités, des choses comme ça. Mais ce n'est pas le même peuple non plus que le Rassemblement national qui va faire un peuple plutôt de Français contre les étrangers. Donc ce qu'on dit le peuple dépend beaucoup du lieu d'où on se situe. Mais le principe, c'est toujours une manière d'opposer ceux d'en bas et ceux d'en haut. Que ce soit du populisme de droite ou de gauche, c'est toujours ce même principe-là. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de contagion populiste qui s'est répandue, contagion populiste, pour s'opposer aux élites aux États-Unis. Donald Trump a fait campagne contre Washington, contre l'élite libérale des démocrates, etc. En Hongrie, Viktor Orban a fait campagne contre les élites du moment, de même en Italie. Il y a tout cette contagion qui a gagné ces pays, avec en plus, s'est rajouté la question de la défense de la souveraineté, volonté populaire, souveraineté nationale, coupure entre peuple et élite. On voit tout un ensemble de choses qui viennent se construire autour du populisme. Remise en cause des corps intermédiaires, notamment remise en cause des journalistes, parce qu'ils ne feraient pas le travail pour le peuple. Tout ça, ça a lieu en France quand même. Hein. Il ne faut pas aller chercher ou la Hongrie ou les États-Unis. Tout ça, c'est directement aussi en France. Alors, c'est vrai que c'est compréhensible d'une certaine manière, parce que après 30 années de néolibéralisme de droite ou de gauche qui était plus ou moins le même, il y a un certain nombre de gens qui ont dit, bon ben alors, ça va, il faudrait quand même sortir de ce système. Donc d'une certaine manière, la réaction pro-Macron est une réaction populiste, voilà, populiste pour dire, eh bien, il faut changer ce système de ceux qui ont eu le pouvoir à droite et à gauche pendant 30 ans. Donc vous voyez, le populisme n'est pas forcément à jeter aux orties, mais ça donne une coloration à ce changement pour que l'ensemble de la population reprenne un peu du pouvoir et une place dans l'ensemble du pouvoir. Alors cette culture politique populiste est arrivée au gouvernement, et ça pourrait arriver dans d'autres, mais c'est arrivé au gouvernement en Pologne et en Hongrie, et en Italie avec Salvini. Bon, il a été tellement loin, parce qu'il est quand même extrêmement agressif. Donc les Italiens qui ont un certain bon sens ont trouvé qu'au bout d'un an, l'expérience suffisait, donc on est revenu à un autre système, mais qui est extrêmement fragile lui-même, puisque le 5 étoiles qui était de la coalition est en train de perdre pied complètement. Donc, vous voyez, c'est quand même des systèmes très très fragiles. Et est-ce que dans d'autres pays... Alors aux États-Unis, à mon avis, on est dans un système vraiment populiste aujourd'hui, où la presse est vilipendée, et où il y a toute cette espèce de critique systématique contre les élites. La difficulté, quand le populisme vient au gouvernement, c'est de savoir si non seulement l'esprit démocratique est en danger, mais si les institutions aussi sont en danger. Or, on voit, pour ce qui est
de la Hongrie et de la Pologne que les institutions judiciaires ont été directement menacées. La Commission européenne a dû faire des critiques très très fortes à la Pologne sur l'affaire des juges de la Cour suprême. Viktor Orban en Hongrie a éliminé toutes les ONG qui ne lui plaisaient pas, notamment toutes celles de George Soros, qui est un Américain hongrois, qui avait organisé des universités, etc. en Hongrie. Ils ont tous été expulsés, alors que bon, ils sont quand même hongrois. Et puis qu'il y a des journalistes mis en prison dans ces pays. Donc là, les institutions sont touchées. Donc c'est pas seulement l'esprit, mais les institutions qui sont touchées au point où on appelle cela des démocraties illibérales, qui ne sont plus libérales, elles sont vraiment démocraties populistes qui se répandent, la Turquie, etc. Vous voyez, donc c'est pas simplement un espèce de phénomène, un épiphénomène qui pourrait toucher l'un ou l'autre pays, c'est une vraie possibilité d'une dégradation de la démocratie parce que son esprit se dégrade et les institutions pourraient être menacées. Alors, quatrième partie, je voudrais évoquer quelques défis supplémentaires qui ne vont pas arranger les choses. Je ne veux pas faire dans le pessimiste, mais il faut quand même être réaliste dans l'évolution de ce que nous voyons. Quelques défis supplémentaires qui vont créer des tensions, et des tensions plus fortes. Par exemple, la question démographique. La question démographique, dont on n'ose pas trop parler, parce que c'est toujours très délicat, et puis si on parle de démographie, les gens accusent d'être malthusiens, de ne pas vouloir avoir des grandes familles, etc. Donc la démographie, on n'ose pas trop en parler, mais il est clair que trop de pression démographique dans certains pays vont poser un vrai problème démocratique. C'est-à-dire, la pression deviendra tellement forte qu'il y aura des conflits. Au Bangladesh, où le nombre de population par kilomètre carré absolument est considérable, le Niger qui est en très grande croissance, le Nigeria qui est en grande croissance, comment ces pays qui sont en plus très inégalitaires vont pouvoir absorber le choc démographique qu'ils sont en train de vivre, parce que ce n'est pas du passé, ils sont en train de vivre ce choc démographique avec la difficulté que le développement ne suit pas. Donc c'est toujours, la démographie c'est toujours en rapport au développement. Bon. Et c'est juste, on peut se permettre une démographie élevée si on a un développement élevé, mais voilà, qu'est-ce qui va décider à ce moment-là de cette démographie? Mais alors il y a un nouveau critère qui vient s'ajouter ici, c'est le critère écologique, c'est-à-dire l'environnement. Il va y avoir, nous allons être affrontés à des catastrophes environnementales. Je ne dis pas la catastrophe, je ne suis pas un catastrophiste, je ne pense pas à l'effondrement du monde par un problème écologique, mais je pense qu'il y aura des catastrophes. Il y aura des catastrophes. L'élévation du niveau des mers, pour le Bangladesh, c'est une catastrophe pour des dizaines de millions de personnes. Et pas qu'au Bangladesh. Donc il faut réfléchir, en plus, dans la question de l'environnement et de l'écologie, à ce qu'on appelle l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est-à-dire, c'est en fait la production de CO2 que chacun de nous peut faire par son activité. Le Français moyen produit 20 tonnes de CO2 par an. 20 tonnes de CO2 par an. En Afrique, en moyenne, ils produisent 5 à 6 tonnes de CO2 par an. Si on calcule ce que le monde peut supporter de production de CO2, c'est 5 à 6 tonnes par personne. Nous, on a déjà dépassé. Les Américains ont 20 fois la production de CO2 qu'un Africain. Donc, si vous avez une croissance démographique, ça veut dire que l'empreinte écologique de l'ensemble des populations mondiales devient tout à fait excessive. Aujourd'hui, on est déjà, pour ce qui est des ressources et notre capacité de vivre avec la planète qu'on a, on a dépassé de 30 à 40% les capacités de la planète de vivre. C'est-à-dire qu'on est déjà à crédit quand on arrive au mois de septembre.
maintenant c'est au mois d'août, et puis ça vient au mois de juillet. Donc il y a une empreinte écologique qui est beaucoup trop grande par rapport à ce que le monde peut supporter. Donc là, il faut se poser la question de la démographie. C'est évident que passer de 7 milliards d'habitants à 9 milliards d'habitants va augmenter l'empreinte écologique de l'ensemble de cette population, et ça devient insupportable, sauf si nous sommes tous capables de revenir à 5 tonnes de production de CO2 par personne. Alors faites vos comptes. Quand vous rentrez chez vous, vous allez sur Internet, vous avez la vérité, vous trouverez des sites qui vous expliqueront très bien votre propre production, votre propre empreinte écologique, et c'est intéressant. Parce que les voyages en avion, vous mangez de la viande, vous avez des voitures, vous avez une résidence secondaire, vous avez 2 voitures, vous avez 6, et hop, vous êtes à 35 tonnes. Ça va très vite. Donc faites l'exercice, ça vaut vraiment la peine de faire l'exercice, de rendre compte très concrètement de ce que chacun de nous produisons dans notre empreinte écologique et les conséquences que ça a quand on réfléchit à la démographie. Ça veut dire qu'on va avoir des tensions à partir de la démographie, à partir des effets du changement climatique qui vont être très difficiles à vivre. Alors on pourra se retrancher, nous, derrière nos jolis murs, hein, et nos jolis jardins, on arrosera encore parce qu'on aura encore de l'eau, et puis on aura dans les médias des images qui seront dramatiques d'un certain nombre de lieux. Mais évidemment, la question c'est quand même, nous sommes sur une seule planète, et nous sommes solidaires avec tous ceux de cette planète. Donc vous voyez, les questions que ça pose sont quand même tout à fait considérables, et c'est des défis supplémentaires à la démocratie. Alors, un autre défi, c'est le mouvement des migrations, le mouvement des populations, que ce soit les migrations nord-sud ou les multiples migrations qui se font sud-sud, ou maintenant les migrations de touristes, puisque c'est plus d'1 milliard de touristes par an. Nous voyons les Chinois qui commencent à inonder la France, une centaine de millions de Chinois qui viennent chaque année visiter la France. C'est très sympathique, en plus ils laissent beaucoup d'argent, mais on s'est aperçu, moi je me suis aperçu il y a quelques années, moi je suis parisien un peu d'origine, et je ne pouvais même plus entrer dans Notre-Dame, parce qu'il y avait 300 mètres de queue pour entrer dans Notre-Dame, et la majorité c'était des touristes. Donc il y a des zones de vie qui deviennent difficiles à vivre pour les autochtones du coin. C'est la rébellion des gens de Barcelone contre les invasions de touristes dans leur ville, parce qu'ils disent on n'est plus vraiment chez nous, on est constamment envahi de touristes. Vous allez à Rome, ceux qui habitent au centre de Rome, c'est sans arrêt les touristes toute l'année. Donc là, les mouvements de population, il y a une espèce de ras-le-bol, par exemple, contre le tourisme international, qui est extrêmement envahissant. Un autre problème, c'est ce que j'appelle la radicalisation des religions, avec tout ce que ça pose de questions, dans une sorte de confusion entre ce qui est une foi différente et une foi radicalisée. Il y a tout le problème de l'islam. Bon, il y a des tas de musulmans qui sont pas du tout radicalisés, et il y en a un certain nombre qui le sont. Mais l'ensemble de la visée radicale déteint sur l'ensemble des musulmans. Et là, on a une question démocratique. Est-ce que les musulmans sont vraiment des Français si on commence à dire qu'ils sont des radicalisés et dangereux? Donc vous voyez comment tout ça est quand même très, très délicat, et en même temps l'objet de beaucoup de discours sur les médias et de gens qui ont des discours. Éric Zemmour est un danger public, c'est un danger public ce type, parce qu'il dit des choses qui sont proprement scandaleuses. Mais ça, il l'a dit quelquefois dans des endroits officiels où personne n'a manifesté quoi que ce soit. Il a dit des choses horribles à une convention de la droite qui s'est tenue il y a 2-3 mois, et tout le monde a applaudi. Personne n'a émis la moindre objection. Donc là, je trouve qu'il y a un vrai problème démocratique dans le rapport à certains personnages comme ceux-là. Alors, en conclusion, je voudrais insister sur quelques points qui seraient des arguments pour consolider la démocratie. Parce que je ne veux pas vous désespérer. Mais il faut garder les yeux ouverts.
faut garder les yeux ouverts devant les transformations, mais il faut se rendre compte qu'il peut y avoir des lieux de consolidation ou des moyens d'action. Alors, un des premiers moyens qui est tout à fait essentiel, c'est la vigilance sur les institutions. La vigilance sur les institutions. Dès qu'on commence à toucher à une institution démocratique, à la mettre par terre, ou à mettre des gens en prison pour leur opinion, ou à supprimer des journalistes, ça, il y a là quelque chose qui est inacceptable. Ce que j'appelle l'effet de seuil. C'est-à-dire, on descend, vous descendez un seuil. Et il faut savoir dire que telle action, c'est un effet de seuil inacceptable. Cet effet de seuil, il est franchi dans plusieurs pays, notamment en Pologne et en Hongrie. L'effet de seuil n'est pas franchi aux États-Unis, dans le sens qu'aux États-Unis, les institutions sont extrêmement solides. Ils ont prouvé jusqu'à présent qu'elles étaient très solides. Mais personnellement, je suis inquiet sur la manière dont se passe le jugement de Trump au Sénat, parce qu'au lieu d'avoir des réactions qui sont des réactions selon le droit, on a des réactions selon les clans. Et ça, c'est pas démocratique. C'est pas démocratique. Ça ne respecte pas les opinions différentes. Mais comme je disais tout à l'heure, j'attends un vieux républicain qui n'a plus rien à perdre et qui se lèvera et qui dira « ça, c'est inacceptable ». Et peut-être qu'il y aura d'autres républicains qui le suivront. Mais pour l'instant, il n'y en a pas un seul qui dit « ma conscience demande que je dise à ce qu'a fait le président est inacceptable ». Pas un seul lève le petit doigt. Donc là, en ce sens, l'institution judiciaire est menacée. Le président du Sénat, c'est pas lui qui préside les débats, c'est le président de la Cour suprême qui préside les débats, le juge Roberts, qui est un homme qui a un sens très très fort du pouvoir du judiciaire et qui voudrait que le judiciaire garde sa place dans le débat politique. Alors moi je me demande si à un moment ou à un autre, il a un rôle essentiellement protocolaire, mais peut-être que par une manière ou par une autre, il peut libérer la parole de l'un ou l'autre, parce que il y a un vrai enjeu là, démocratique qui se joue aux États-Unis par rapport aux institutions. Là, il y aurait un seuil qui serait franchi. C'est-à-dire que le système judiciaire ne fonctionnerait plus, simplement ne fonctionnerait plus que selon des clans et non plus selon la loi. Donc, vigilance sur les institutions. Deuxième point, évidemment, moraliser la vie politique dans la mesure du possible. Mais ça se fait à la fois par ceux qui sont en politique, mais surtout par ceux qui sont en bas. Qu'est-ce qu'on exige de nos politiques qu'on va élire? Qu'est-ce qu'on est capable de leur demander? Ou de dénoncer ce qu'ils ont fait? Il y a une exigence de morale politique qui doit être très forte par la justice, par la presse, par l'opinion. C'est là qu'il faut s'exprimer. Il faut dire ce qu'on pense, autant que possible, pour que cette vie politique garde un certain respect de la loi et de la respect du droit. Un autre point qui serait capital, c'est la rigueur et la compétence de la presse. La presse a, vous le savez, un rôle très important. On n'aura pas l'exemple des tabloïds anglais, mais les tabloïds anglais ont un effet délétère absolument affreux. C'est-à-dire que ceux qui lisent que ça, mais je ne sais pas ce qu'ils peuvent encore penser, parce que c'est vraiment de la bêtise incarnée, enfin, c'est effarant. Mais voilà. Alors, il faut savoir choisir ses journaux, choisir peut-être plusieurs journaux pour être un petit peu... Alors, on ne peut pas acheter 3 journaux tous les jours, mais varier, c'est très bien de varier les journaux. Mais parce que ça montre qu'on a une certaine exigence par rapport à la presse et qu'on ne veut pas être à la fois dépendant complètement d'un certain type de journal et qu'on est prêt à aller voir un peu différemment d'autres manières de comprendre l'actualité. Alors moi j'ai un point après auquel je tiens beaucoup, c'est la question européenne. Bon, j'ai été pendant 6 ans à Bruxelles, donc je connais très bien comment fonctionne la Commission européenne, et d'une certaine manière, l'Europe, avec ses valeurs, avec sa charte des droits fondamentaux, c'est une espèce de garantie que les États nationaux membres de l'Europe ne dérapent pas,
Et c'est en fait ce qui se passe en ce moment pour la Hongrie et la Pologne. Alors, ils le prennent très mal, et on comprend, parce que ce sont des étrangers qui sont là-bas dans leur bureau, qui leur disent comment il faudrait fonctionner, mais n'empêche que le rappel du fonctionnement des règles, c'est bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui nous rappelle le fonctionnement de ces règles. Même en France, on ferait bien d'en prendre aussi de la graine. Par exemple, tous les domaines dans lesquels la France ne suit pas les normes européennes et devrait les suivre, sur la qualité des rivières, la pêche, le quota des pêches, la quantité de choses, il faut rappeler la France à l'ordre, c'est quand même insensé. Mais heureusement qu'il y a une Commission européenne qui est capable de dire au pays « Non mais là vous allez trop loin, attention ». Parce que ces lois européennes, elles sont faites par tout le monde. Il y a un débat européen, il y a une sorte de bien commun européen qui se crée, qui se discute, et après, bon, ça retombe, il faut que chaque pays le prenne en compte et l'applique sérieusement. Donc là, il y a une espèce de référence tout à fait capitale, et je pense qu'il faudrait expliquer l'Europe aux Européens. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça dans un journal, c'était pas sur Internet, mais dans un journal, il y avait une enquête très précise sur la manière dont les chaînes de télévision françaises parlaient de l'Europe. Et en France, on n'en parle pratiquement pas. Alors qu'en Allemagne, il y a des chaînes qui ont 3 ou 4 journalistes à plein temps. À Bruxelles, la TF1 n'a pas un seul journaliste à Bruxelles. Ça ne les intéresse pas. C'est quand même un problème. Or la dynamique de la Commission européenne est fondamentale pour l'ensemble de nos pays. Et si on veut que cette dynamique se poursuive, il faut informer les Français. Mais non seulement les journaux ne l'informent pas, mais le gouvernement lui-même ne fait pas beaucoup cette information. Il y a même, autrefois, tel ou tel ministre qui venait de Bruxelles et qui a dit « La Commission de Bruxelles nous a imposé ci ». C'est complètement faux. La Commission n'impose pas des mesures. Il y a une discussion de tous les pays et à chaque fois, chaque pays peut dire « Non, ça, je ne suis pas d'accord ». Par exemple, c'était une affaire sur les dates de la chasse. Alors, le ministre en charge est revenu en France. « Ah ben, vous savez, on nous impose les dates de la chasse. » Mais ils auraient pu dire non, puisque ça, ce sont des choses qui se discutent. Et si un pays dit non, ben, on continue à négocier. On négocie jusqu'à temps qu'il y ait une position commune à l'ensemble des États. Donc, voilà, il ne faut pas mettre sur le dos de l'Europe ce qui ne lui revient pas, mais en tout cas, souvent, c'est elle qui nous rappelle aux règles qui sont nécessaires, et en tout cas, pour ce qui concerne les institutions démocratiques, elle a un rôle tout à fait capital, et elle l'a joué à plusieurs reprises vis-à-vis de la Pologne et de la Hongrie. Un autre point qui me semble tout à fait essentiel pour consolider la démocratie, c'est le travail de solidarité, de proximité. C'est revenir au début, c'est-à-dire revenir à l'esprit, revenir à la construction d'une société civile qui ne se fait pas simplement par des paroles, hein, mais par des solidarités de proximité que les gens construisent à partir de fait des quartiers, des mairies, etc. Mais c'est ça qui va faire le jeu démocratique, qui va construire la vraie démocratie, et surtout construire le réflexe démocratique. C'est-à-dire discuter ensemble, se mettre d'accord à 15 personnes sur une position commune, qui sera ensuite, qui aura un effet pour tout le monde. Ça, c'est le jeu démocratique. C'est-à-dire que chacun accepte d'en rabattre peut-être un petit peu de ses prétentions pour entrer dans une discussion et arriver à une position commune. Donc ce travail de proximité qui doit aboutir à cette solidarité, je pense que c'est une très bonne éducation au niveau local, mais pour, j'allais dire, une prise en compte personnelle forte de l'exercice de la démocratie. Donc voilà beaucoup de choses un petit peu en vrac, un petit peu ordonnées, mais quand même un peu en vrac. Donc il y a des institutions et des droits, mais il y a surtout beaucoup de vie et beaucoup de réflexion et beaucoup d'engagement des individus. Et je pense que c'est un petit peu notre question d'aujourd'hui, c'est-à-dire en quoi nous sommes engagés à la construction de cette démocratie, ou alors nous sommes simplement sur la rive et nous voyons le fleuve passer. Voilà, ça passe, mais en même temps, en passant, ça se transforme et ça nous transforme. Donc c'est là qu'il y a beaucoup de questions. Toutes ces questions que nous pouvons maintenant débattre, si vous le voulez.
Merci Père pour cette belle conférence. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc c'est le temps de questions, quelques questions. J'insiste toujours, même si je fais un peu le rabat-joie, des questions. Pas, vous avez tous des idées, des points de vue, je le sais. Il ne s'agit pas de faire une autre conférence qui va compléter celle du Père de Charentenay. Une question à l'intervenant. Voilà, s'il vous plaît, pour qu'il y ait une majorité d'entre vous qui puisse s'exprimer. Voilà, donc Pierre. Merci mon père pour cette conférence et pour avoir rappelé en particulier, vous m'entendez oui. Correctement? Oui. Pour avoir rappelé un petit peu tout ce qui pouvait menacer la démocratie. N'y a-t-il pas aussi une espérance aujourd'hui démocratique et celle non d'une mise en cause de la démocratie représentative mais qui irait vers une démocratie plus participative? Comment voyez-vous la mise en place de ces mécanismes participatifs? Je pense bien sûr au mouvement des Gilets jaunes, etc. Mais je ne développe pas, je vous laisse. Bon, c'est trop clair qu'il y a plusieurs formes de démocratie. Démocratie représentative, démocratie participative, démocratie directe. Ce sont des choses différentes. La démocratie participative, c'est quelque chose de beaucoup plus général, qui peut prendre des formes diverses, qui peuvent exister dans des institutions diverses. On pourrait dire par exemple la Convention sur le climat, qui a été initiée par le président Macron, c'est une forme de démocratie participative. Les gens sont invités, tirés au sort, pour discuter pendant un certain nombre de week-ends sur des mesures à prendre par rapport à l'avenir écologique en France, des mesures qu'on peut prendre. Donc là, il y a une démocratie participative intéressante. Il peut y avoir démocratie participative dans des entreprises, aussi démocratie participative dans des mairies, par exemple, donc à un niveau plus local. En général, c'est pour des objectifs ou dans des cadres qui sont précis. Donc, soit elles ont quelque chose un rôle à remplir, soit elles sont dans un cadre institutionnel et on attend que ça revivifie ce cadre institutionnel. Et donc ça, c'est très positif et intéressant. Ça ne répond pas au problème du pouvoir au niveau national. C'est ça le problème. Le problème du pouvoir au niveau national, alors il passe soit en démocratie directe, par le référendum, soit en démocratie représentative par les élus. Alors, je sais bien que, notamment autour des Gilets jaunes, et vous l'avez dit, la démocratie directe a été très fortement revendiquée. Comme probablement un désir d'éviter ce hiatus qu'il y a entre les gens qui étaient dans les ronds-points et les élites. Alors, voilà, c'est une manière de rompre cette opposition, aussi de manifester qu'on est contre cette inégalité qui peut exister et qu'il faut que l'ensemble de la population s'exprime. Le débat autour du référendum d'initiative citoyenne était intéressant en soi. Il y a d'abord, il y a un système qui existe. Il est très compliqué, le système déjà existant, le constitutionnel, parce qu'il doit passer par le Parlement, etc. Il faut un nombre impressionnant de demandes, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 millions de voix de citoyens. Donc c'est un système qui est pratiquement impossible à mettre en place. Alors, l'autre système, c'est le référendum. Alors, le référendum, ça demande des conditions très particulières. Il faut une préparation de long terme, il faut que ce soit bien préparé, parce que par exemple les Anglais n'ont pas fait pour le Brexit, ça a été fait en 2-3 mois, sans un travail de long terme, sans vraiment mettre les enjeux sur la table, à tel point que des ministres ont pu raconter des choses qui étaient fausses,
qui était fausse, et les Anglais ont voté là-dessus. Donc il faut que le référendum se fasse avec une longue préparation. Il faut que la question à poser soit simple, pas comme celle qu'on a posée pour le référendum européen, où il y avait un texte de 400 pages. Évidemment, c'était impossible à discuter, mais il faut une réponse simple. C'est vrai qu'il faut plutôt des sujets relativement peut-être clivants, mais au moins on peut avoir une réponse en oui ou non, parce que c'est oui ou non, c'est pas autre chose. Et puis on ne peut pas organiser un référendum tous les 3 mois, étant donné le travail que c'est. Alors en Suisse, ils font ça par canton, localement. Aussi, il faut savoir que la participation des référendums en Suisse, elle est de 30 ou 40%. Elle n'est pas très forte. Hein. Les gens ne se déplacent pas énormément. Bon, alors c'est vrai qu'ils font des référendums à niveau local, sur des préoccupations locales, qui ne sont pas très compliquées à expliquer, donc on peut en faire plusieurs par an. Mais enfin, pas trop longtemps non plus. Pas trop souvent non plus. Donc, vous voyez, le rythme d'une Assemblée nationale, le rythme législatif d'une Assemblée nationale, c'est colossal. Ils sont tout le temps en train d'étudier des lois sur des tas de sujets. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est ça la question de la démocratie directe. Il faudrait garder le référendum pour un sujet tous les 3 ou 4 ans, éventuellement, qui soit bien préparé, etc. Mais ça n'empêche pas la nécessité de la démocratie représentative, du fonctionnement par des représentants. C'est indispensable. Alors, est-ce qu'il faut choisir les représentants de manière différente? Ça, c'est probable. Et les représentants ont l'air d'appartenir tous au même clan, c'est-à-dire la classe politique de ceux qui ont fait Sciences Po et autres, et donc ils se retrouvent là. C'est pas toujours vrai, hein, puisque dans la dernière volée d'élus, il y a eu beaucoup de gens qui ne venaient pas de ce milieu-là, qui a quand même renouvelé considérablement le Parlement. Mais c'est vrai qu'il faudrait faciliter l'entrée en politique de gens qui ne font pas partie de cette carrière politique. Parce que le problème en France, c'est qu'on fait des carrières politiques. C'est des gens qui sont pendant 50 ans en politique, à des endroits différents. Bon, mais ça ne devrait pas exister. Le fait, par exemple, de limiter le nombre de mandats, c'est très important. C'est très important. Je suis Marseillais depuis 3 ans, je peux vous en parler. Mais c'est très important de limiter le nombre de mandats. À Marseille, il y a eu 3 maires en 50 ans. Ça, c'est inacceptable. Donc il faut un renouvellement de la classe politique, un renouvellement régulier avec des gens qui, élus, qui feront un mandat et puis qui retrouvent leur place après le mandat, et qui ne soient pas complètement décalés. Donc il faut peut-être repenser le type de représentant que l'on va élire, qu'il ne soit pas justement un professionnel, entre guillemets, de la politique. Et en même temps, il faut aussi des professionnels. Alors ça, ce seront les gens de l'administration, ça c'est les fonctionnaires qui sont des professionnels, hein, il y en a de très bons, mais c'est vrai, il faut que les élus ils aient une capacité de se mettre à leur travail assez vite, sans trop de difficultés. Oui, ça soulève la représentation directe, la démocratie directe pose tout un ensemble de questions qu'il faut poser. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est très intéressant en soi, mais il faut voir comment est-ce qu'on peut effectivement le mettre en place. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, au niveau d'un département, s'il y a un problème grave dans un département, ou un point que l'on voit qui fait vraiment question, on pourrait faire un grand débat démocratique au niveau d'un département et faire une espèce de référendum d'initiative citoyenne dans le cas d'un département. Ça serait intéressant. Là, on a une vraie démocratie participative. En plus, ça viendrait des citoyens. Vous voyez ça? Alors, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que les hommes et femmes politiques s'enferment dans leur monde et disent tout ce discours des gilets jaunes, on n'en veut pas parce que de toute façon c'est pas possible. Hein. Donc il faut aussi qu'ils entendent qu'il y a une vraie question sur la qualité des représentants, mais en même temps il faut que ceux qui sont à la base se rendent compte que gérer le pouvoir n'est pas une chose que l'on peut comme ça inventer facilement. C'est forcément quelque chose qui passe par des tas de médiations qui demandent du temps et qui demandent des compétences et des connaissances. Mais je pense que c'est une question vraiment intéressante qu'il faut vraiment creuser.
Bonjour et merci, vous m'avez bien aidé à mettre en ordre des idées. Avant de poser une question, une petite remarque. Le Parlement a été largement renouvelé aux dernières élections. Pour autant, je n'ai pas vraiment le sentiment que la démocratie ait fait un grand bond en avant qualitativement. Juste cette remarque. Votre titre, La démocratie contre la démocratie, pourrait laisser entendre que la démocratie porte en elle-même les germes de sa faiblesse ou de son déclin. Je serais intéressé de vous entendre évoquer le rôle du libéralisme autour de la démocratie, ou au sein de la démocratie. Ça devient très compliqué, mais parce que le libéralisme, c'est quoi? C'est une philosophie politique, c'est un système économique, c'est beaucoup de choses différentes, hein, le libéralisme. Ça peut être aussi une manière libérale de vivre sa vie personnelle. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai dit, par exemple, une espèce de croissance de la réaction individualiste en l'espace de 30 ou 40 ans par rapport à ce qui est du bien commun, j'entends en disant ça que c'est une espèce d'augmentation du libéralisme et du fonctionnement libéral de nos sociétés qui ne fonctionne plus que sur des individus très parcellisés, sans relation avec les autres, avec la disparition du lien social si important. Les gens se trouvent souvent tout seuls. Et aussi le droit de décider par soi-même de ce qu'on veut. Ça, c'est quand même aussi le libéralisme. Je décide, j'ai décidé, et ce sera comme ça. Je deviens incapable d'entendre le point de vue d'un autre. C'est aussi ça, un des inconvénients d'un libéralisme extrême. Alors, tout ça rentre dans le fonctionnement de la démocratie. Et comme la démocratie, c'est quand même la liberté et la responsabilité, si vous augmentez de manière très forte le pôle liberté, 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 et de moins en moins le pôle responsabilité, lien social, etc., vous avez à l'intérieur même de ce fonctionnement ce qui va le miner. Parce que, à force d'avoir un fonctionnement d'une addition d'individus, eh bien, on n'a plus de fonctionnement commun et on n'arrive plus à prendre des décisions en commun. Donc c'est ça la difficulté. Donc la démocratie, c'est vrai, elle a en elle-même son propre poison. Mais elle a aussi en elle-même ses propres médicaments. Donc il y a les deux. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut insister sur la capacité que nous avons de reconstruire la démocratie en recréant du lien social, en revivifiant les solidarités de proximité, en travaillant sur les questions de bien commun, en faisant réfléchir les gens sur les questions de bien commun. Parce que là, nous construisons quelque chose à long terme sur la force de la démocratie, justement. Mais la démocratie est fragile, hein. Ça, je l'ai dit et je pense qu'il faut le répéter. Elle est fragile parce que, justement, elle repose sur l'adhésion de chacun en permanence. Si nous n'adhérons plus, ça ne tient plus. Et donc là, c'est vrai que c'est fragile. Alors, vous direz, mais surtout, si on arrive devant, si on a dans l'avenir des défis aussi énormes environnementaux comme ceux qu'on va avoir, certains vont se dire, nous aurions un pouvoir un peu fort, ça serait quand même mieux. Et alors vous dites quoi? C'est vraiment délicat, parce que si vous commencez à dire, mais oui, après tout, c'est quand même, ça ira plus vite, etc., mais vous allez commencer à limiter les libertés, vous allez mettre des journalistes trop indépendants, vous allez les mettre au frigidaire, etc. Et là, donc, la démocratie, elle est petit à petit rognée. Les institutions seront rognées. Mais, en même temps, il faut être capable de dire, je veux respecter les institutions, parce que je sens que c'est capital pour l'ensemble de la démocratie, mais il faut renforcer le lien entre les individus pour qu'on soit capable d'affronter ensemble des défis qui seront plus importants dans l'avenir. Et on ne pourra les affronter que si nous sommes vraiment solidement ensemble. Ça, c'est absolument capital. Donc c'est là où est le défi, je trouve, de l'avenir. C'est être capable de dire, ben, on va vraiment se mettre ensemble face à ce défi environnemental qu'on va avoir, et au lieu de chacun tirer de son côté, ou faire du sauve qui peut.
Mais là, il faudra surveiller le langage des partis aussi, hein, de chaque parti politique. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils promettent, etc. Bonsoir et merci de cette intervention bien détaillée. Moi j'ai une question sur, premièrement, est-ce que la prospérité économique est indissociable de la démocratie? Et deuxièmement, dans quelle mesure est-ce que la démocratie telle qu'on la pense reste possible dans une société aussi diverse que celle qui nous est promise et dont le projet commun n'est pas forcément évident à tous? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une configuration où, au fond, le communautarisme va vraiment empêcher le fonctionnement de la démocratie et peut-être au final, l'annihiler? Je pense que vous avez raison de poser ces questions parce qu'elles sont réelles. C'est vrai que pour une démocratie, c'est plus facile lorsqu'on est dans un pays développé où, j'allais dire, la taille du gâteau est très grande, où chacun, on peut en donner à tout le monde, même si c'est avec quelques écarts et quelques différences. La prospérité économique allège des tensions éventuelles qui peuvent exister dans un pays, ça c'est clair. S'il y a une période difficile économiquement, ça sera des tensions supplémentaires entre groupes, entre classes sociales, etc. Donc ça rendra la chose beaucoup plus difficile. Et je pense que la vie démocratique est plus difficile à vivre dans un pays qui a peu de ressources et d'un niveau de développement peu élevé, d'autant plus que même dans ces pays, il y a une élite très forte et souvent très riche. Donc là, on a une difficulté à vivre cette démocratie parce que les différences sont trop grandes et celui qui est pauvre et en difficulté, il tend à ne pas avoir envie de respecter les règles parce qu'il estime que le riche, lui, ne respecte pas la règle non plus d'une répartition à peu près équitable. Donc il y a une difficulté dans un pays pauvre. Il y a toujours la tentation d'un pouvoir autoritaire dans un pays pauvre. Pouvoir autoritaire qui serait mandaté par la base. L'exemple, c'est les Philippines avec M. Duterte, qu'on a beaucoup critiqué, mais enfin qui a des avantages et des inconvénients. C'est qu'il vient vraiment de la base, il a un accent paysan pas possible et il traite tout le monde comme des paysans, mais il parle aux gens. Il parle aux gens. Et alors, il a pris des mesures qui, par exemple, facilitant les transports publics, envoyant des centres médicaux dans les quartiers populaires qui n'avaient jamais existé, autorisant la contraception gratuite alors qu'il fallait la payer. Évidemment, les riches la payaient, mais les pauvres n'avaient pas l'argent pour la payer. Donc maintenant, elle est autorisée partout, libre et gratuite. Bon, c'est ce qu'il a fait. Mais alors, évidemment, c'est aux dépens d'un certain nombre de gens, et en particulier aux dépens de tous ceux qui sont autour de la drogue, puisqu'il y a eu 3 ou 4 000 personnes liquidées par ces services qui sont plus ou moins des trafiquants de drogue. Donc, disons, un pouvoir autoritaire venant de la base a des avantages et des inconvénients. Parce que la loi, il la détourne facilement et les institutions démocratiques sont à sa botte. Donc on a perdu les institutions. Et on a en partie perdu l'esprit. Même si, de fait, on a un service de la population. Donc c'est quand même très ambigu. Alors c'est plus facile quand on a quand même un niveau élevé, un niveau plus élevé, parce que c'est plus largement réparti. Alors la deuxième remarque, je pense, est plus difficile. Parce que, de fait, on a, avec la diversité, disons, de la mondialisation, des migrations et des entrées dans tous nos pays, et qui va certainement continuer, sinon s'accélérer, on aura des sociétés de plus en plus diverses. De plus en plus diverses. Ces sociétés diverses ne pourront survivre et vivre en bonne intelligence, en vivre ensemble, que si on a tous le même sens de la loi et du droit. Et que ce qui fait vivre, c'est la loi et le droit, et ce n'est pas le clan
ou la couleur de peau, ou l'appartenance ethnique. Mais ça, il faut ou la religion. Ou la religion. Mais il faut maintenir que c'est le droit et la loi. Et en ça, toute tentative communautariste devrait être absolument exclue. Il n'y a aucune acceptation pour que des lois particulières viennent dominer la loi de la République. Donc ça, c'est exclu. Maintenant, il faut savoir ce que c'est que communautarisme. Si le communautarisme, c'est simplement mettre un foulard sur la tête, ça n'est pas du communautarisme. C'est un droit fondamental de s'habiller comme on veut. Bon, alors si le communautarisme, c'est d'avoir des lois qui dépassent la loi de la République, alors là, non. Par exemple, tous les enfants doivent être élevés dans une République, dans des écoles de la République, ou des écoles où on enseigne la langue nationale, etc. etc. Il n'y a pas d'exception. Et on doit y tenir. Mais c'est là où le sens de l'appartenance à la communauté peut être utilisé dans les deux sens. Et il peut poser un problème. Parce que si on veut être très rigoureux, alors ça ne sera rien du tout et aucun sens de la communauté. Mais moi, je suis plutôt du genre des Canadiens, comme ils disent, les accommodements. En fait, les accommodements. Et alors ça, c'est... Bon, on est un peu tolérant sur des expressions particulières. Et pourquoi pas? Une expression particulière, ça ne fait pas tomber les lois de la République. Ça respecte la différence. Et heureusement qu'il y a des différences. Si on en a assez des dictatures ou des manières de vivre tous pareils. Vous voulez tous nous retrouver avec un Mao, du temps de Mao, habillé comme lui en Chine? Mais personne ne veut ça. Donc il faut une diversité. Cette diversité doit pouvoir s'exprimer, que les cultures s'expriment, que les religions s'expriment, et c'est tout à fait normal, tant qu'elles acceptent les lois de la République. Il est inacceptable qu'une mosquée étende ses tapis sur la route, parce que la route est un bien public qui doit rester public, mais inacceptable aussi que telle ou telle église, comme ça s'est passé à Marseille, interdise la route parce qu'elle veut laisser ses bons fidèles avoir la route pour sortir de l'église. Donc ni l'un ni l'autre sont acceptables. Donc ce qui est public doit rester public, ce qui est des lois individuelles, si c'est pour vivre selon les lois de la République, ça va. Mais il faut aussi garder une diversité. C'est absolument capital. Ça va ou c'est un peu... C'est pas simple, hein, parce que souvent il faut décider sur des cas concrets. Et c'est le cas concret qui va faire loi. C'est d'ailleurs, quand je dis ça, le cas concret fait loi, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la commission Stasi en 2004 pour discuter sur le foulard dans les collèges et les lycées, qui est une mesure. Qu'est-ce que c'est qu'un signe religieux ostentatoire? C'est ce qu'il y a dans la loi, ça ne veut rien dire. Donc chacun l'interprète comme il veut. Alors on comprend bien que dans un lycée ou dans un collège, il y ait une certaine loi de la République pour en respectant les différentes religions, donc il y a une certaine harmonie des gens qui doit éviter des particularismes trop grands. Vous remarquez que dans les universités, ça n'est pas le cas. L'université, les gens peuvent s'habiller comme ils veulent. Il n'y a pas de loi là-dessus. Donc on le met au niveau du lycée et du collège, pourquoi pas, puisqu'on a l'idée que c'est une période où les gens apprennent le débat entre eux, sans d'abord afficher leur propre religion ou leur propre appartenance politique ou religieuse. Donc voilà. Mais on voit bien qu'à chaque fois c'est des choix, donc ils peuvent toujours être discutés. Et dans un autre pays, on fera un choix un peu différent. Voilà, en France, il faut qu'on fasse des choix. On en a fait. Bon, la loi de Stasi, elle n'est pas terrible, hein, mais elle a répondu à un besoin qu'ont eu les proviseurs de trouver une solution concrète à des cas qu'ils n'arrivaient pas à démêler tout seuls. Alors peut-être que les proviseurs en question disaient « Bon, ça serait bien que la République me dise quoi faire, comme ça, j'aurais pas besoin d'aller discuter avec les parents et tout ça. » Non. En même temps, ça serait mieux que le proviseur en question débrouille son problème tout seul et interdise éventuellement. Moi j'étais dans une école qui est dans le 3e arrondissement, l'école Saint-Moron, qui est un collège. Non, il y a école et collège. Et c'est une école diocésaine. 95% de musulmans dans l'école diocésaine.
la directrice de l'école, donc le niveau en dessous du collège, la directrice de l'école voit tous les parents un par un, 95% musulmans. Elle fait passer, elle leur dit, voilà la charte de l'école. Voilà. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Donc elle a des règles très précises sur tout, et les gens sont d'accord, et bien vous venez. Vous n'êtes pas d'accord? Ben, très bien, vous restez en dehors. Mais au moins, on a une clarification sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est acceptable. Autrement dit, la loi de l'école est discutée et proposée. Et c'est la loi de la République, finalement. Donc, mais elle fait ça avec... il y a une espèce d'humanité, un débat, une discussion, une proximité. Elle n'impose pas des trucs comme ça. Hein. C'est le danger d'une loi qui vient... On adore tellement ça en France. Hein. Il va nous dire, le roi Soleil va nous dire ce qu'il faut faire. Oui, mais alors après, on perd la capacité d'expliquer. Et or, c'est ça qui compte, finalement. Et c'est comme ça que les gens vont vraiment réagir positivement, quand on leur explique que le communautarisme pose des problèmes, que si vous faites ça, vous voyez, vous créez des aveux par rapport à d'autres groupes. Et bien les gens comprennent très bien, ils ne sont pas idiots. Mais il faut leur expliquer. Et puis donner une règle générale, et puis après, ben, les gens se fixent par rapport à cette règle, c'est oui ou c'est non, et on prend ses distances. Bonsoir. Vous avez, avec beaucoup de clarté, énoncé un certain nombre de dangers qui pèsent sur les démocraties. Ne pensez-vous pas que parmi ces dangers-là, il y en a un en particulier, l'effacement du politique face aux technocrates? Ben, faudrait voir. C'est souvent dans la présentation qu'on fait. Alors, si je prends l'exemple de Bruxelles, par exemple, c'est évidemment ce qu'on voit, c'est la technocratie, sous le pire des aspects, parce que c'est des rapports comme ça, des machins énormes, des règles incompréhensibles, etc. Et en fait, quand vous êtes à Bruxelles, c'est pas du tout des technocrates. C'est des gens compétents qui vous expliquent comment ça fonctionne, qui savent 4 langues ou 5 langues, qui ont été partout et qui sont capables de prendre en compte les situations concrètes, etc. Donc il y a peut-être en effet une administration qui produit des technocrates et des mesures technocratiques, mais ces mesures technocratiques, elles peuvent être expliquées, elles peuvent devenir des vrais choix politiques par rapport à telle ou telle situation. Mais c'est vrai que ce qu'on voit d'abord, c'est la technocratie. Ça, c'est vrai. En même temps, on voit aussi beaucoup de débats politiques. Hein. Il y a quand même beaucoup de discussions politiques. Si vous écoutez aussi les radios, c'est des débats politiques qui peuvent durer indéfiniment. Donc là, je sais pas... Mais il y a peut-être... Il y a dans certaines administrations, c'est vrai, une dynamique administrative et démocratique qui fait que il faut produire des textes, il faut produire ceci, produire cela, mais en même temps, vous voyez, la Chambre, l'Assemblée, elle a quand même, elle a sa propre dynamique. Elle ne va pas tout faire n'importe comment, elle va discuter. Bon, quelquefois, il y a trop de choses à discuter, donc elle a une discussion trop rapide, mais c'est finalement quand même elle qui décide, et ce n'est pas des technocrates qui vont décider. Donc moi, je crois qu'il faut que les politiques se méfient, entre guillemets, des technocrates, au meilleur sens du terme, pour ne pas que les technocraties prennent le pouvoir, hein, mais c'est quand même les politiques, et les partis politiques, et les assemblées qui tiennent le pouvoir et qui font les lois. Alors, oui. Voilà. Enfin, ça se discute, hein. Peut-être que vous avez une vue un peu différente, mais c'est vrai qu'il faut que les politiques doivent toujours être très, très vigilants pour ne pas laisser le pouvoir simplement à l'administration.
J'ai appris beaucoup de choses ce soir à cette conférence. J'ai une question peut-être toute bête, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager dès l'école une éducation à la démocratie? Est-ce que ça ne serait pas un bon chemin pour déjà éduquer les enfants, les jeunes à s'exprimer et à comprendre ce que c'est qu'une démocratie pour une société meilleure? Voilà. Vous avez raison, hein, il faudrait demander à... Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont dans le système scolaire ou universitaire, mais c'est vrai qu'il y a une question. Bon, il y a l'instruction civique qui en principe fonctionne. Je ne sais pas si c'est très sérieux, si c'est très fondamental. Les jeunes là, peuvent peut-être dire quelque chose là-dessus. Vous en sortez là. Vous avez appris quelque chose à l'école? C'est déjà trop vieux? Non, quand même. Bonsoir. Donc oui, le dernier chapitre qu'on a vu en géopolitique, c'était autour de la démocratie. Donc à l'école, déjà jeune, on n'a que 16 ans, on apprend déjà les fondements et les principales règles de la démocratie. Donc je pense qu'à notre âge, on arrive quand même à faire la part des choses, la distinction entre une bonne démocratie et une mauvaise. Voilà, alors ceux qui étaient désespérés ne sont plus désespérés. C'est bien. Non, mais c'est important hein, que ce soit fait assez jeune. Là, il y a un monsieur là-bas. Bonsoir, merci. Vous veniez de dire là juste avant que ça grouillait de débats sur les radios et les télés, mais est-ce que finalement on peut vraiment appeler ça du débat et est-ce que c'est pas là la vraie menace pour la démocratie, dans la mesure où le débat se résume à une opposition entre un journaliste et un homme politique au mieux pendant 20 minutes et qu'on n'est jamais en capacité d'avoir un débat qui oppose deux opinions politiques, deux confrontations qui permet un débat posé serein. Est-ce que cette illusion du débat permanent, qui grouille de partout parce qu'il y en a des tonnes, n'est pas finalement une véritable menace pour un débat serein pour la démocratie, dont la démocratie a besoin? Oui, moi je vous suivrai assez là-dessus. C'est vrai que beaucoup de débats que l'on voit à la télévision sont souvent des mises en scène pour que ça grossisse un peu, là, qu'il y ait un petit peu de sang éventuellement ou des larmes, et c'est dommage quoi, parce que ça aide pas forcément. C'est toujours l'idée qu'une émission ne sera pas bonne s'il y a pas d'émotion. Ben non, la raison quand même, ça aide à comprendre beaucoup de choses, mais la télévision c'est un art de l'émotion. C'est pour ça qu'il faut être capable de prendre des distances par rapport à la télévision, parce qu'on est sans arrêt dans l'émotion. Et c'est vrai que ces débats-là, c'est des débats pour attirer l'émotion, pour faire des oppositions, etc. Et s'il n'y a pas une opposition forte, l'émission est ratée. C'est quand même dommage. En même temps, vous avez des chaînes comme Arte qui sont beaucoup plus raisonnables, entre guillemets, mais leur public est très faible. Et qu'est-ce qui attire? C'est les grandes émissions de divertissement de TF1, qui n'a pas un seul journaliste à Bruxelles. Bon, enfin là, c'est juste... C'est juste un constat. Mais c'est vrai, c'est ça qui est un peu... Mais en fait, c'est le problème de la télé. C'est pour ça qu'il faut éviter à fond la télé. Ou choisir les émissions qu'on veut voir, parce qu'on sait que c'est un débat qui sera sérieux, bon, ou une émission qui sera intéressante, etc. Mais sinon, l'allumer systématiquement tous les soirs, non, ça c'est une addiction. Vous êtes dans l'addiction. Et là, il faut l'arrêter. C'est comme le journal de 20h, c'est de l'addiction. Ça ne sert à rien, le journal de 20h. Vous passez 10 minutes à lire un journal sérieux, vous en savez plus. Donc, il faut relativiser le rapport à la télé. C'est absolument capital. Mais ça, c'est du boulot, hein, parce que les gens, ils passent tellement d'heures, ils sont tellement habitués en plus que... Voilà.
ça occupe l'espace, bon, le son. On peut avoir une dernière question. Pierre. Là aussi. Bon, si c'est rapide, on peut faire les deux. Oui, voilà. Elle va être très rapide. Quelles sont vos lectures favorites pour l'actualité? Je voulais la poser. Je ne répondrai pas à cette question. Vous voyez comme quoi on fait vite. Non mais, les questions sont libres et les réponses aussi. Non mais je lis ce que tout le monde lit. Hein. Il y a pas de... Mais je lis beaucoup de choses. Je ne regarde jamais la télé, sauf de manière exceptionnelle pour être capable d'en dire du mal. Mais sinon, je ne regarde jamais la télé. Jamais. Et je suis très bien informé parce que je lis des tas de choses partout. Dans vos propos, vous favorisez, enfin vous mettez en valeur souvent la personnalisation, la raison dans l'acte de réflexion politique et dans l'acte de décision. Or, aujourd'hui, il semble, dans beaucoup de revendications qui s'opposent aux représentants politiques, qu'ils sont presque diabolisés parce qu'au fond, ils semblent des représentants d'une force très occulte qui serait la force de l'argent. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce jugement, qui est aussi ruineux pour la démocratie, très profondément? Mais je pense que c'est tout à fait, ça fait partie de ce que j'appellerais la contagion populiste. La contagion populiste, c'est de penser que tout ce qui est du pouvoir est en haut, incontrôlable, des élites, de l'argent et tout ça. Et donc, à la fois inabordable et pas au service de la population. Bon, c'est des visions caricaturales. Le populisme a une vision caricaturale de l'exercice du pouvoir. Bon, je ne dis pas que ceux d'en haut n'ont pas d'intérêt de l'argent, hein. Je ne vais pas en faire des petits saints et des François d'Assise. Mais il ne faut pas non plus avoir l'attitude complotiste qui pense que tous ceux qui sont... Parce qu'ils ont des responsabilités, ils sont mauvais. Il y a des gens de responsabilité qui sont remarquables. Il y en a qui sont remarquables, qui l'ont été. Hein. Des types comme Jacques Delors ont été des gens absolument remarquables, qui étaient vraiment au service d'une population, avec une réflexion, une pensée, tout ça. Non, et il y en a encore. Mais c'est vrai que la réaction de l'ensemble de la population, comme ils ne connaissent pas ces gens-là, c'est une espèce d'ensemble lointain qui est problématique, plein d'argent, plein de pouvoir, et de fait, une image vraiment diabolisée. Et c'est très difficile à faire changer, sauf à visiter, sauf à rencontrer. Moi, à Bruxelles, j'avais invité beaucoup de gens par petits groupes, des groupes un peu de base, des étudiants, etc. J'avais même invité le conseil permanent de l'épiscopat français, ça lui a fait beaucoup de bien de venir à Bruxelles. Mais pour voir des gens, voir les fonctionnaires, parler avec un parlementaire, expliquer ce qu'ils font toute la journée, comment est-ce qu'ils discutent telle loi et telle loi, voir le représentant français auprès de Bruxelles, comment il va discuter avec les instances bruxelloises et les autres pays pour arriver ensemble à un consensus. C'est absolument passionnant. Et les gens se rendent compte que c'est des vrais gens. Voilà. C'est pas des monstres là-haut. C'est des vrais gens qui ont des responsabilités, qui prennent leurs responsabilités, qui ont un sens éthique vraiment. Bon, c'est vrai qu'on allait voir des gens qu'on connaissait. Hein. Donc, quelquefois on a eu même des surprises, parce que j'avais été voir une fois un parlementaire portugais, et j'arrive dans son bureau, il n'y avait rien. Pas un papier, pas un livre, rien du tout. Et j'ai appris qu'il venait pratiquement jamais. Donc il était nul celui-là. Mais il y en avait d'autres qui étaient des gens extrêmement compétents et qui faisaient leur travail tout à fait sérieusement. Donc c'est ça qui... Rencontrer des gens qui sont dans ce travail politique pour qui c'est d'une certaine manière une vraie vocation de service du bien commun. Et il y en a beaucoup. Et on peut le faire. C'est pas impossible. Il y a des gens qui se disent, mais je ne vais pas aller en politique parce que je vais me salir les mains et tout. Mais non, on n'est pas obligé. Il y a des gens qui sont rentrés en politique et qui ont fait du très bon travail. Alors ça ne veut pas dire que c'est simple. Hein. Et puis il faut être prêt à prendre des coups de tous les côtés. Ça, c'est très difficile. Mais
la diabolisation des gens de pouvoir n'est pas systématique. Il y a aussi, si on les connaît plus, on s'aperçoit que ça n'est pas que ça. Mais c'est vrai que dans l'opinion, comme c'est ça qui passe dans les médias, c'est très difficile à faire changer cette opinion. Bien, merci beaucoup, Maire de Charentenay. Un grand merci à vous. Il y a de belles pistes de réflexion. Voilà, vous pouvez peut-être les approfondir aussi avec le père apporté, le livre donc qui porte le titre de la conférence, La démocratie, ennemie de la démocratie. Il n'y a que quelques exemplaires, mais vous pourrez en commander, bien entendu. On retrouvera, je pense, dans ce livre la majorité de partie de votre propos, père. Merci encore. Si vous voulez continuer la réflexion,